Hi, chers étudiantes, chers étudiants. Aujourd'hui, je vais vous présenter le sixième chapitre qui traite les VLAN. Donc, on va voir comment on pourra segmenter un grand réseau à travers les réseaux virtuels, les VLAN. Donc, c'est quoi d'abord un VLAN? Les VLAN permettent à un administrateur de segmenter les réseaux en fonction de facteurs tels que, par exemple, la fonction. Nous pouvons regrouper les utilisateurs comptables ou les employés comptables d'un service de comptabilité dans un VLAN, les informaticiens dans un VLAN. Nous pouvons créer un VLAN à la base de l'équipe de projet. Par exemple, si l'entreprise développe un projet lié à la virtualisation, on va mettre tous les utilisateurs liés à ce projet dans un VLAN. On peut créer ce qu'on appelle un VLAN à base d'une application, par exemple les utilisateurs qui utilisent Sage dans l'entreprise. Quel que soit l'emplacement physique de l'utilisateur ou bien de l'appareil utilisé, PC ou quoi que ce soit. Donc, les VLAN permettent la mise en œuvre des stratégies d'accès et de sécurité. Lorsque je regroupe des utilisateurs dans un VLAN, c'est facile de leur appliquer des droits d'accès et une stratégie de sécurité. Par exemple, je peux regrouper tous les utilisateurs mobiles dans un VLAN et leur appliquer une stratégie d'accès et une stratégie de sécurité. Ça serait plus facile que de choisir quelques utilisateurs, leur appliquer, ça va engendrer beaucoup de problèmes. Un VLAN est une partition logique d'un réseau de couche 2, parce que les VLAN ils sont gérés au niveau de couche 2 par des équipements de couche 2 tels que les switches. Plusieurs partitions peuvent être créées pour permettre à plusieurs VLAN de coexister. Chaque VLAN constitue un domaine de diffusion avec son propre réseau IP. Donc un VLAN c'est un réseau à part. Et lorsqu'on parle d'un réseau, chaque réseau il est identifié par une adresse IP réseau. Les VLAN sont isolés les uns des autres et les paquets ne peuvent pas circuler entre eux qu'en passant par un routeur. Là, on parle de deux types de communication. Les machines qui se trouvent à l'intérieur d'un VLAN, elles peuvent communiquer sans routeur. On parle là de la communication intra-VLAN. Et les utilisateurs qui se trouvent sur deux VLAN différents, s'ils veulent communiquer, ils auront besoin d'un routeur. Et là, on parle de la communication inter-VLAN. La segmentation de réseau de couche 2 a lieu à l'intérieur d'un appareil de couche 2, généralement un commutateur. Les hôtes regroupés dans un VLAN ignorent l'existence de celui-ci parce qu'un PC ne sait pas qu'il appartient à un VLAN ou même qu'il existe un VLAN. Comme vous le voyez sur ce schéma-là, donc on va voir qu'il y a trois étages ici et les utilisateurs de VLAN 2, donc ils sont répartis sur les trois étages. Physiquement, ils sont loin, mais logiquement, ils font partie du même réseau qui va être identifié par l'adresse réseau 10.0.0.20/24. La même chose pour le VLAN 3 et le VLAN 4. Quels sont les bénéfices des VLAN? Donc, les bénéfices des VLAN, on peut les énumérer comme suit. D'abord, les domaines de diffusion plus petits. Nous savons sur les grands réseaux, il y a le problème de sécurité, le problème des droits d'accès, le problème de gestion des utilisateurs, le problème de bande passante. Donc, si nous arrivons à réduire les domaines de diffusion en plus petits, donc c'est facile de contrôler la sécurité, de gérer les utilisateurs et de conserver la bande passante, la chose la plus importante d'un réseau pour avoir la disponibilité. Meilleure performance, donc une fois les groupes ils sont restreints, donc là on peut réduire ce qu'on appelle la gestion des performances et on peut réduire la gestion des utilisateurs et augmenter les performances. Réduire le coût, donc les équipements de couche 2, donc, ils sont moins coûteux d'une part, et d'autre part, donc ils sont moins coûteux et d'autre part, ils permettent de gérer un switch, il peut gérer jusqu'à 255 VLAN. Donc nous pouvons aussi appliquer des stratégies de sécurité sur les groupes et non pas sur les utilisateurs. Il y a une efficacité de gestion pour le staff IT et surtout donc, pour la gestion des utilisateurs, des sécurités et ainsi de suite. Il y a aussi la simplification de la gestion des projets et des applications. Donc là, pour chaque projet, on peut créer un VLAN. Une fois le projet est terminé, on peut supprimer les VLAN. Et la même chose pour les applications. Les types de VLAN. Il existe plusieurs types de VLAN. Donc le premier type, c'est le VLAN de données, trafic généré par l'utilisateur. Ça signifie les fichiers de travail, les bases de données, la messagerie, les emails, etc.
Et il y a le VLAN Voice. Donc le VLAN Voice, il permet d'acheminer juste le trafic voice qui est généré par les équipements de voix IP, par exemple comme les téléphones IP. Et ce VLAN-là, donc dans la plupart des applications, on essaye de lui donner un ID 150. Pourquoi 150? Il fait référence à ce que le temps nécessaire pour établir une communication, donc c'est moins de 150 millisecondes. Et là, vous allez voir que l'essentiel, c'est de gérer tous les équipements voice à part. Les VLAN par défaut, donc c'est tous les ports par défaut d'un commutateur se trouvent sur un VLAN. Ce VLAN qui contient tous les ports, on l'appelle un VLAN par défaut parce qu'il est créé au niveau de l'usine. Le VLAN natif, donc il y a deux types de trafic. Il y a un trafic qui est généré par un utilisateur à l'intérieur d'un VLAN. Il y a un trafic qui n'est pas généré par un utilisateur, par exemple comme le protocole DTP, comme le protocole STP et comme le protocole CDP. Ces protocoles-là, ils génèrent du trafic et ce trafic-là, il ne appartient qu'un VLAN. C'est pour cela qu'on l'appelle un trafic non étiqueté. Tandis que le trafic qui est généré par un utilisateur qui appartient à un VLAN, il aura le ID de VLAN, c'est pour cela qu'on l'appelle un trafic étiqueté. Donc le trafic non étiqueté, il est toujours envoyé vers le VLAN natif. VLAN de gestion, utilisé pour accéder aux fonctionnalités de gestion. Par exemple, lorsqu'on veut gérer un équipement d'une manière distante, sur tous les switches, il faut leur donner une adresse. Cette adresse, elle est donnée au VLAN de gestion, ce qu'on appelle la SVI, pour permettre l'accès d'une manière distante. Par défaut, sur tous les switches, donc tous les ports sont attribués au VLAN 1, qui est le VLAN par défaut. Le VLAN natif est le VLAN 1, donc, et le VLAN de gestion est le VLAN 1. C'est pour cela donc il est conseillé de changer ce VLAN-là parce que tous les attaques, ils passent par ce VLAN-là. Donc maintenant, si nous avons des utilisateurs du même VLAN répartis sur plusieurs switches, il faut relier les switches. Mais pour relier les switches, il faut utiliser des liaisons spéciales. Ces liaisons, ils doivent être en mode trunk. Un trunk de VLAN, c'est une liaison point à point qui existe soit entre switch et switch, soit entre switch et routeur, qui porte plusieurs VLAN. Ça signifie qu'il permet de transporter le trafic de plusieurs VLAN. Elle est établie entre deux commutateurs pour permettre aux appareils du même VLAN de communiquer, même s'ils sont physiquement connectés aux différents commutateurs, sur trois switches. Donc, je vais utiliser deux liaisons en mode trunk. Un trunk de VLAN ne fait partie à aucun VLAN. Ça signifie qu'il n'appartient à aucun VLAN. Si vous avez le VLAN 1, le VLAN 2, le VLAN 3, le lien trunk ne va plus apparaître à aucun VLAN. Ça signifie qu'il ne fait partie d'aucun VLAN, mais c'est un support, c'est un lien trunk ou un lien d'agrégation qui permet de transporter tout le trafic qui provient de tous les VLAN. Cisco EOS prend en charge la norme IE802 incluant. C'est un protocole qui gère les trunks et c'est un protocole standard parce que c'est une norme, elle est utilisée par tous les constructeurs. Cisco, il a aussi une norme, mais maintenant il est obsolète, c'est ICL. Et donc, il est moins répandu, mais il était utilisé uniquement, il n'est utilisé que sur les équipements Cisco. Les VLAN peuvent être utilisés pour limiter la portée du tram de diffusion. Donc, lorsqu'on réduit un réseau, donc les diffusions ne peuvent pas y aller loin que ce VLAN-là. Un VLAN est un domaine de diffusion à part entière. Une trame de diffusion envoyée par un appareil d'un VLAN de données est transmise au sein de ce VLAN-là uniquement. Mais vous devez mettre dans la tête, si le VLAN il est réparti sur trois switches, ça signifie la trame de diffusion, il va y aller, il va toucher tous les utilisateurs du même VLAN qui se trouvent sur les trois switches en passant par les liens trunk. Cela permet de contrôler la portée des trames de diffusion et leur impact sur le réseau. Comme j'ai dit, l'ennemi des grands réseaux maintenant, et l'ennemi de la bande passante, c'est les trames de diffusion. Les trames monodiffusion et multidiffusion sont également transmises dans le VLAN où ils ont été émises. Ça signifie, si un utilisateur qui se trouve dans le VLAN 2 envoie une trame, il ne sera capturé que par les utilisateurs des mêmes VLAN. Ça signifie, s'il y a le VLAN 3, il ne pourra jamais voir une trame qui est générée par un utilisateur qui se trouve sur le VLAN 2. L'étiquetage ou bien le tagging, il permet de faire quoi? Il permet de marquer chaque trame de chaque utilisateur par le numéro de VLAN où il est affecté. Donc l'étiquetage des trames consiste à ajouter un en-tête du VLAN à la trame. Ça signifie qu'il va numéroter chaque trame avec l'ID du VLAN. Il est utilisé pour transmettre
correctement plusieurs trams VLAN via un trunk. Les switches étiquettent les trams pour identifier le VLAN d'appartenance. Le premier switch dans le circuit, ça signifie le premier switch qui va recevoir la trame qui vient d'un utilisateur, c'est lui qui est responsable de mettre l'étiquette de VLAN. Donc, il existe différents protocoles, comme j'ai dit, ICL qui est obsolète et 802.1q qui est le plus répandu maintenant. Le protocole définit la structure, comment on va ajouter le système d'étiquetage dans la trame. Le switch ajoute des étiquettes VLAN aux trames avant de les placer dans les trunks et il les enlève avant de les remettre au PC. Par exemple, il y a le PC A qui se trouve sur le VLAN 1 sur le premier switch. Il y a le PC C qui se trouve sur le troisième switch qui appartient au même VLAN. Lorsqu'on va envoyer une trame à partir du PC A vers le PC C, le premier switch où est connecté le PC A va ajouter l'ID de VLAN qui est le 2. Et le dernier switch qui est connecté au PCC va enlever donc l'étiquetage de VLAN. Dans ce cas-là, les deux PC ne vont jamais recevoir l'ID de VLAN dans les trains. Ils ne vont jamais savoir qu'il appartient au même VLAN ou à un réseau différent. C'est clair? Donc là, vous voyez un schéma qui représente une trame. Vous allez voir que l'étiquetage il va être inséré après l'adresse MAC d'une trame. Donc, l'étiquetage, il va ajouter ce qu'on appelle 2 octets. Donc, 2 octets qu'on appelle le balisage qui va être ajouté donc, après l'adresse MAC source. Donc, il y a 2 octets pour le type de protocole qui est 802.1q. Il y a 3 pour la priorité. Et là, un bit pour la forme. Et il y a ce qu'on appelle le VLAN ID. Donc, il va contenir 12 bits. Le trafic de contrôle envoyé sur le VLAN natif ne doit pas être étiqueté. Et on l'a dit, c'est un trafic qui est généré par les protocoles, comme SDP, comme CDP. C'est pour cela, donc il n'aura pas d'étiquette parce qu'il n'appartient à aucun VLAN. Donc ce trafic-là, il est automatiquement envoyé au VLAN natif. Les trames reçues sans étiquette restent sans étiquette. Personne ne va leur ajouter des étiquettes parce qu'il n'appartient à aucun VLAN. Ils sont placés dans le VLAN natif lors de la transmission. Maintenant, s'il n'y a pas de port associé au VLAN natif, je vais ouvrir une petite parenthèse, un VLAN n'est actif sauf s'il contient au moins un port. Maintenant, si vous avez créé un VLAN et vous le mettez vous lui donnez le rôle en tant que VLAN natif et vous n'avez pas intégré de port à l'intérieur de ce VLAN-là, donc il est désactivé. Et les trames, dans ce cas-là, les trames non étiquetées, ils ne trouvent pas où ils vont être envoyés parce que le VLAN il est automatiquement désactivé. Dans ce cas-là, ils vont être ignorés. Lorsque vous configurez un port sur un commutateur Cisco, configurez les appareils de sorte qu'ils n'envoient pas de trame étiquetée sur le VLAN natif. Donc, si on a dit que le VLAN natif il est fait juste pour le trafic non étiqueté, automatiquement, le trafic étiqueté ne doit pas être dirigé vers le VLAN natif. Donc c'est normal pour éviter que vous aurez ce qu'on appelle une perte de bande passante supplémentaire. Dans les commutateurs Cisco, le VLAN natif est le VLAN 1 par défaut. Pour l'étiquetage du voix sur IP, donc vous allez voir que, comme j'ai dit, donc on donne l'ID 150 au VLAN voice. Donc on fait référence au temps nécessaire pour une communication voice et nous pouvons utiliser les téléphones IP. Donc dans les téléphones IP, on trouve un port qui relie le PC avec le téléphone IP et un autre port qui relie le téléphone IP avec le switch. Donc nous pouvons utiliser un seul port qui est F0/18 pour le trafic data qui est généré par le PC et pour le trafic voice qui est généré par le téléphone IP. Et là, vous allez voir que le trafic qui va être généré par le PC, il va y avoir l'ID 20. Ça signifie que c'est un VLAN de données. Et le trafic généré par le téléphone IP, il aura ce qu'on appelle l'ID 150. Et dans ce cas-là, nous pouvons différencier entre les deux trafics. 150, ça représente voice et 20, ça représente data pour le même port. Donc là, c'est un exercice de simulation sur le comportement des trames à l'intérieur des VLAN. Donc le scénario 1, le PC1, c'est l'envoi une diffusion. Le PC1, il fait partie de VLAN 10. Là, vous allez voir que tout le trafic envoyé par ce PC-là va
traverser les liaisons train pour atteindre le PC4. Sauf le PC4 qui va recevoir la trame diffusée par le PC1, parce qu'ils font partie du même VLAN. La même chose lorsque le PC2 va envoyer une trame, donc il fait partie de VLAN 20, sauf les machines qui se trouvent sur le VLAN 20 qui vont recevoir cette diffusion, et identiquement pour le VLAN 30, sachant que les trames ils peuvent transiter à travers les liens train qui relient les deux switches. Donc j'ai terminé ce chapitre-là, cette petite introduction sur les VLAN. Donc la prochaine fois, je vais essayer de vous expliquer comment vous allez créer et insérer ou affecter des ports à un VLAN. Merci de votre patience. Au revoir.